Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'une sélection pour la Coupe du Monde en fin d'année où je vais vous emmener pour la première fois vers une sélection de la CONCACAF, classée 14e au classement FIFA. Les États-Unis voient surtout cette compétition comme une préparation pour leur Coupe du Monde en 2026, donc aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et pourtant, les États-Unis ont déjà une très belle équipe cette année que je vais essayer de vous présenter. Destination Coupe du Monde épisode 6, on est parti. Allez, commençons avec un petit peu de contexte, même s'il n'y a plus trop besoin de présenter les États-Unis, une des deux plus grandes puissances mondiales avec la Chine, troisième plus grande superficie du monde avec plus de 9 millions de kilomètres carrés que se partagent 330 millions d'habitants, troisième population mondiale. Également définie comme une république à régime présidentiel et fédéral, les États-Unis sont découpés en 50 États, dont ne font pas partie Washington DC, qui est un district fédéral, ou encore Porto Rico, qui est un État libre associé. Mais celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Antoine Latrande du compte Twitter Culture Soccer qui a accepté de répondre à toutes mes questions. Merci à toi, je mets le lien de ton Twitter dans la description. Il a notamment répondu sur mes questions sur l'aspect culturel du football aux États-Unis qui est un petit peu particulier parce que si les États-Unis sont un pays de sport en général, le football n'a pas une place prépondérante, notamment dans les sports collectifs. Il y en a d'autres qui passent largement devant, le baseball, le basket, le hockey ou encore le foot américain, mais le football commence à prendre de plus en plus de place. Alors s'il y a une culture plutôt autour des championnats européens et notamment de la Première Ligue qui est beaucoup suivie aux États-Unis, la MLS est en train de se développer. Et dans l'histoire, il y a quelques coins où la passion pour le foot s'est développée assez rapidement, par exemple dans les années 30-40 à Saint-Louis. Et pourtant, le football ou soccer prend ses racines aux États-Unis il y a déjà très longtemps, il y a plus d'un siècle même. On peut noter par exemple en 1884 un premier match non officiel entre une sélection des États-Unis et une sélection du Canada avec une victoire des Canadiens 1-0. Et puis ensuite en 1904, le football est un sport de démonstration aux deuxièmes Jeux Olympiques de l'histoire qui sont aux États-Unis à Saint-Louis. Et les États-Unis vont remporter 2 médailles quand même en catégorie football. Alors il n'y avait que 3 équipes et la médaille d'or sera remportée par un club canadien puisqu'à l'époque on était plutôt sur des équipes locales. Mais il y a quand même 2 médailles remportées par les États-Unis via 2 équipes, donc Christian Brothers College et St. Rose Parish qui terminent 2e et 3e. La première rencontre officielle pour la sélection américaine, elle va avoir lieu par contre en 1916, en pleine Première Guerre mondiale. En fait, ça va être le 20 août face à la Suède avec une victoire 3-2 à la clé pour les Américains, sous la supervision d'une fédération tout justement créée qui était la United States Soccer Federation. L'histoire de la sélection américaine avec la Coupe du Monde commence très tôt, dès la première en fait, en 1930, où d'ailleurs les États-Unis vont faire un superbe parcours, puisqu'ils vont sortir premier de leur poule et ils vont finalement s'arrêter en demi-finale, défait lourdement 6-1 par l'Argentine. Et ensuite il y a une anecdote super intéressante sur la 3e place de cette Coupe du Monde en fait, parce qu'on ne sait pas qui a terminé 3e. Il y avait la Yougoslavie et les États-Unis qui ont été éliminés en demi-finale, et il y a un match qui a peut-être eu lieu entre les deux. Certains historiens disent que le match a eu lieu et que la Yougoslavie se serait imposée 3-1, d'autres, et en tout cas la FIFA, ne reconnaissent pas de match entre la Yougoslavie et les États-Unis, et finalement il faudra attendre plus de 50 ans après en 1986 pour que la FIFA tranche, puisque ils vont faire un classement rétroactif des points, buts marqués, différences de buts, et à ce petit jeu là, c'est les États-Unis qui auront marqué un but de plus que la Yougoslavie et qui sont désignés rétroactivement 3e de la Coupe du Monde 1930. Il faut savoir que jusqu'à présent, ça reste le meilleur parcours pour un pays hors UEFA et CONMEBOL en Coupe du Monde. Et en fait, on est déjà au point culminant de l'histoire entre les États-Unis et la Coupe du Monde, puisqu'ensuite en 1934, ils vont s'arrêter en 8e de finale, ils ne sont pas inscrits à la Coupe du Monde 1938. Et en 1950, il y a une petite anecdote qui est assez intéressante, c'est que les États-Unis étaient sur une très mauvaise série de matchs, et ils affrontaient en phase de groupe les Anglais qui étaient considérés comme une des meilleures équipes du monde. Et à la surprise générale, les États-Unis vont s'imposer 1-0 dans ce match, qui va être renommé plus tard Miracle on Grass, c'est dire à quel point c'était un exploit, mais ça ne va pas empêcher par contre les États-Unis de s'arrêter en phase de groupe dans cette compétition. Ensuite, ça va être un énorme trou pour les États-Unis qui ne vont participer à aucune Coupe du Monde entre 1954 et 1986, inclus ça fait 8 Coupes du Monde ratées, alors que d'un autre côté, ils avaient créé une ligue américaine, la NASL, North American Soccer League, où il y a de très grands joueurs qui sont passés, George Best, Pelé ou encore Cruyff pour ne citer que. Finalement, c'est le développement de l'indoor soccer qui va permettre de développer de nouveaux joueurs pour les États-Unis et au pays de retrouver la Coupe du Monde en 1990. Ils vont s'arrêter au premier tour, mais ça va être une belle préparation pour la Coupe du Monde suivante en 1994 qui se déroule sur le sol américain pour la première fois de l'histoire. Et ça va être une réussite pour pas mal de raisons. La première, c'est que les États-Unis vont faire un beau parcours, sortir du premier tour, ils vont arriver jusqu'en 8e de finale. Surtout, ça va permettre au soccer de se développer dans le pays et ça va être suivi de la création
création de la MLS, la Major Soccer League en 1996, et ça va être le début d'une belle histoire entre les États-Unis et la Coupe du Monde, puisqu'ils ne vont plus rater une édition entre 1994 et 2014 inclus, ils vont rater l'édition 2018. Si l'édition 1998 n'est pas forcément une réussite, ensuite on a 2002, 2006 et 2010 où il y a une belle génération qui va faire de beaux parcours, je pense notamment à Donovan, Dempsey, Timo Ward ou encore Friedel, et il va y avoir notamment un quart de finale en 2002. Et donc cette année, les États-Unis se sont qualifiés pour leur 11e Coupe du Monde de leur histoire, à l'issue d'une qualification assez serrée quand on regarde le classement. Il n'y a que 3 points qui séparent le premier, le Canada, du 4e, le Costa Rica. Il y a d'ailleurs eu un dernier match entre les États-Unis et le Costa Rica, où le Costa Rica, en cas de victoire 6-0, aurait pu passer devant les États-Unis, mais finalement ça a été une victoire seulement 2-0 pour le Costa Rica. Bref, les États-Unis, avec 7 victoires, 4 nuls et 3 défaites, ont terminé avec 25 points et vont donc jouer leur 11e Coupe du Monde de leur histoire. Allez, forcément, on va passer maintenant à l'équipe qui va se présenter à la Coupe du Monde en fin d'année. Je vais commencer par le sélectionneur, bien sûr, Greg Berhalter, qui est un ancien joueur pro, qui a quand même 44 sélections aux États-Unis et qui a joué en Europe, aux Pays-Bas, à Palace en Angleterre ou encore à l'Energie Cottbus en Allemagne, ça rappelle quelques souvenirs. Il a également joué à Los Angeles Galaxy, il est coach depuis 2011 et il a pris la tête des États-Unis en 2018. Et on va donc passer à l'équipe type, et je vais remercier une nouvelle fois Antoine Lacran pour toutes ces informations qui m'ont beaucoup aidé. On est sur une équipe ultra jeune, j'ai regardé sur FBref, j'ai pris seulement les joueurs avec 5 matchs ou plus en 2022. Il n'y a que 5 joueurs qui ont plus de 26 ans dans la sélection américaine, contre 7 joueurs qui ont 21 ans ou moins par exemple, et des joueurs qui jouent dans des clubs déjà très cotés. Si on commence par le gardien, le titulaire, en théorie c'est Matt Turner, le second goal d'Arsenal. Il y a éventuellement Stephen qui pourrait prendre sa place en remplaçant. En défense de gauche à droite, on est sur une défense assez expérimentée avec Robinson de Fulham, 25 ans. Puis 2 défenseurs centraux expérimentés qui jouent aux États-Unis, Aaron Long des New York Red Bulls, 29 ans, et Zimmerman, 29 ans également, qui joue à Nashville. À droite, par contre, c'est le jeune Serginho Dest qui joue maintenant à l'AC Milan à 21 ans, qui passait par le Barça avant. Au milieu, on est sur 3 joueurs. En général, McKennie à gauche, le joueur de 24 ans de la Juventus Turin. Au milieu, Adams de Leeds, 23 ans. Et à droite, potentiellement, le jeune Moussa, 19 ans de Valence, dont je vais reparler juste après. En attaque, on a la star de l'équipe à 24 ans, c'est le joueur de Chelsea bien sûr, Pulisic, qui peut être des fois remplacé sur ce côté par Giovanni Reina, le joueur du Borussia Dortmund, qui joue plutôt à droite en général. Et devant, c'est Ferreira, le joueur du FC Dallas, qui à 21 ans a déjà marqué 18 buts et fait 5 passes décisives en 31 matchs cette année en MLS. Du côté des remplaçants, on a aussi du très beau monde et des très jeunes joueurs, surtout Timothée Weah, Cannon, Ricardo Pepi, superbe joueur de 19 ans qui joue à Groningen, Aaronson, 21 ans qui joue à Leeds, Lucas de la Torre, 24 ans du Celta Vigo, Sam Vines qui joue à Antwerp, ou encore Richards, défenseur central de 22 ans qui joue à Crystal Palace. Du côté des joueurs à suivre, il y en a tellement, je vais éviter de vous parler de ceux qui sont les plus connus, Dest, Adams, McKennie, Pulisic ou encore Reina. Et je vais vous parler de 3 joueurs. D'abord, Moussa, le jeune joueur de 19 ans de Valence qui est déjà sur sa 3e saison et sa 2e saison à 30 matchs. C'est un très bon dribbleur qui state pas encore beaucoup pour le moment mais qui apporte beaucoup dans le jeu. Aaronson, c'est un droitier de 19 ans qui joue sa première saison en Première Ligue après 2 belles saisons à Salzbourg en Autriche et 4 saisons en MLS. Il a un très bon apport défensif puisqu'il est très fort au duel et au pressing, et en même temps il apporte beaucoup dans la construction du jeu. Et bien sûr on a l'avant-centre Ferreira qui est d'origine colombienne à la base mais qui a la double nationalité maintenant, qui joue déjà sa 7e saison en pro à Dallas et sa 4e saison complète à 30 matchs, donc 18 buts, 5 passes décisives je l'ai dit, mais en plus il apporte beaucoup dans le jeu, dans la progression avec ballon ou dans ses passes, et il est très bon dans le repli défensif. Et donc on va terminer avec le pronostic pour cette sélection américaine, avec 2 derniers matchs qui ont eu lieu là en matchs amicaux, qui sont pas forcément très bien passés. Il y a eu une défaite assez inquiétante face au Japon, ils ont été vraiment dominés, puis un match nul 0-0 face à l'Arabie Saoudite. Ils sont dans le groupe B, du coup, celui de l'Iran, du Pays de Galles et bien sûr de l'Angleterre, donc il va y avoir une confrontation américo-britannique. Si l'Angleterre part bien sûr favorite dans ce groupe, les États-Unis sont en théorie la 2e force du plateau dans ce groupe. Alors ça risque d'être serré avec le Pays de Galles et l'Iran, mais de ce que m'a dit Antoine, ce serait un échec de ne pas voir les États-Unis sortir de cette poule. Il faut pas oublier aussi que cette compétition, ça va rester une préparation pour la Coupe du Monde cible des États-Unis, c'est celle de 2026 organisée au pays notamment. En théorie, tous les jeunes joueurs dont je vous ai parlé auront entre 22 et 28 ans et donc ils seront pas loin du sommet de leur carrière. Je peux déjà vous dire aujourd'hui que je fais des États-Unis mon outsider principal pour la Coupe du Monde 2026, il peut se passer plein de choses d'ici là. Mais en tout cas, dès maintenant en 2022, les États-Unis peuvent faire peur à pas mal d'équipes, mais je les vois pas aller non plus très loin, peut-être un 8e voire un quart de finale
pas plus. Et donc c'est avec ce dernier point qu'on va terminer cette vidéo de présentation de la sélection américaine, sélection qui fait partie de celle qui m'intéresse le plus pour cette Coupe du Monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, liker la vidéo, la partager, aussi vous abonner, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider à faire progresser la chaîne. Et je termine donc avec une question assez classique. Pour vous, quel va être le parcours de Coupe du Monde pour les États-Unis? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.